discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afro-Écologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Aujourd'hui, afin de poursuivre notre conversation sur le véganisme, j'ai le plaisir d'accueillir Miyavi qui va nous expliquer son point de vue sur le véganisme et la cause antispéciste. Bonjour Miyavi. Coucou, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, merci, ça va très bien. Merci pour l'invitation, je suis super contente d'être là. Merci à toi d'être venu. Et du coup, pour commencer, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer à quoi tu t'identifies ou comment tu te décrirais ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai 29 ans, je suis originaire de la région parisienne et actuellement, je vis au Chili, à Santiago. Et je m'identifie en tant que femme végane, afro-végane. J'expliquerai par la suite la distinction. Et j'ai pour projet par la suite en fait d'ouvrir un café où il y aura principalement de la pâtisserie, mais également des plats salés d'influence afro-caribéenne. Eh ben très bien, on a déjà beaucoup de choses à dire là. Alors depuis combien de temps es-tu végane ? On va commencer par le commencement. Alors moi, je suis végane depuis 5 ans et je regrette absolument pas, bien au contraire. Et ça a été l'une de mes meilleures décisions de ma vie. Je suis devenue végane en fait. Je dirais que ça a été un processus. En fait, lorsque je me suis rendu compte vers l'âge d'environ 6-7 ans, lorsque je dis que je me suis rendu compte, c'est avec des guillemets, puisque je continue toujours à manger des animaux. Donc, lorsque je me suis rendu compte de cette prise de conscience que je mangeais en fait des animaux, je me suis refusée en fait de manger les autres animaux par lesquels j'étais pas habituée à manger lors de cette prise de conscience, c'est-à-dire tout ce qui est lapin, cheval, veau, agneau. C'est quelque chose pour moi en fait qui m'a très vite répulsée, qui m'a très vite dégoûtée. Et par la suite, vers la fin de l'adolescence, j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui est la nutrition, l'agroalimentaire. D'ailleurs, même avant d'être végane, en fait, j'avais arrêté tout ce qui était produits laitiers pour des raisons de santé. Et puis un jour, en fait, je suis tombée sur un livre qui parlait de spécisme. Et là, alors, je me suis vraiment rendu compte que j'ai vraiment retiré les œillères, que c'était des êtres vivants que je mangeais, des êtres vivants en fait qui ont le droit de vie comme moi, comme toi. Là, je me suis dit que stop, je voulais plus participer à ça. Ça m'a dégoûtée et donc du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté de consommer en fait des cadavres, clairement, c'est ça. Et c'était en 2016. Alors, du coup, en fait, tu t'es intéressée à ces questions-là très jeune, même si c'était pas vraiment formalisé politiquement, Oui. vers 7 ans. T'étais déjà un peu perturbée par ces questions. Et comment ça se passe quand t'as 7 ans et que tu arrives dans ta famille et tu dis je veux plus manger ça ? Bah, en fait, voilà, comme je disais, c'est que lorsque j'ai eu cette petite prise de conscience, en fait, avant ça, en fait, je mangeais pas tout ce qui est lapin, cheval. Donc en fait, j'ai jamais goûté ça en fait de ma vie. Donc concernant en fait ma famille, je dirais que je n'ai eu ni d'écho positif ni d'écho négatif. Sincèrement, on m'a strictement rien dit. On m'a laissé faire. Et j'avoue que là-dessus, ça reste comme un privilège parce que de par ma connaissance, je sais qu'il y a certaines personnes en fait qui, lorsqu'en fait elles veulent devenir véganes, qui vivent encore dans leur famille, que ce soit des personnes adolescentes ou des jeunes adultes, qui subissent vraiment en fait des échos très négatifs de la part de leur famille, qui subissent même de la pression, du chantage affectif. Moi, j'ai rien eu tout ça, donc franchement, là-dessus, ça a été ma chance. Ouais, et puis c'est marrant parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup d'enfants en fait qui ont des tendances comme ça assez jeunes à refuser certains types de viande et en général on les coupe quoi. C'est ça, ouais, on les coupe, on les force. Et franchement, pour moi, en fait, pour moi, c'est tellement sensé parce que là, aujourd'hui, par exemple, en fait, quand tu prends un enfant de 4 ans qui a mangé son steak haché ou sa tranche de jambon, cet enfant-là, en fait, il n'a pas conscientisé, il n'a pas fait le lien que entre le cochon qui va voir, par exemple, je sais pas, à la ferme ou je sais pas, l'animal qui va voir au zoo, qu'en fait, c'est le même animal qui se trouve dans son assiette. Pourquoi ? Parce qu'on fait tout, pardon, on fait tout, en fait, pour pouvoir cacher, en fait, cette réalité.
Parce que sincèrement, tu prends un enfant de 4 ans, même 5 ans, 6 ans, tu lui dis que en fait c'est un animal qui est mort en fait qui sont dans ton assiette. Quand tu vois la réaction de cet enfant-là, en fait c'est du dégoût qu'il a. En fait, il va arrêter tout ça, il veut plus en manger. Mais on met on met cette belle couche d'illusion, de superfuge, on essaie vraiment d'éloigner la réalité pour pouvoir en fait les pousser à continuer à manger en fait de la viande. Et ça, je trouve ça horrible. D'accord, ouais, c'est exactement ça. Et du coup, quand tu as commencé à t'intéresser, au véganisme d'un point de vue peut-être un peu plus politique et conscientisé, c'est quels aspects qui t'y ont amené du coup? L'anticapitalisme, la santé, l'éthique? Alors moi, ce qui m'a le touché le plus au début, alors en fait, tout ce qui est question concernant l'anticapitalisme, et cetera, les luttes, féministes, et cetera, moi je les avais déjà en fait avant d'être végane. Donc ce qui m'a touchée, concernant, véganisme, en fait, c'était surtout, l'éthique animale. Voilà, quand je me suis réellement rendu compte que je me nourrissais d'êtres vivants qu'on assassine clairement en fait pour mon propre plaisir gustatif, heu, ça m'a ça m'a clairement ouvert les yeux et je voulais plus participer à ça. Je voulais. Pour moi, en fait, sincèrement, c'était plus possible. Ça m'a dégoûté. Enfin, ne serait-ce que des chiffres que, à l'époque, je n'étais absolument pas du tout consciente. Ne serait-ce qu'en France, hein, lorsqu'on se rend compte qu'on tue environ 1 milliard d'animaux par an, ne serait-ce qu'en France, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Non, je me suis dit, ouais, je mets fin à ça et je veux pouvoir respecter au mieux, en fait, les êtres vivants qui peuplent cette planète, en fait. Voilà. C'est ce qui m'a vraiment touché le plus. Et est-ce que cette prise de conscience, tu as souhaité la partager? Ou est-ce que c'est juste devenu ton mode de vie et c'était tout? Alors, au début, j'avoue que j'en parlais pas du tout. Limite, en fait, je me faisais très, discrète. Alors quand je suis devenue végane, j'en ai parlé, en fait, autour de moi, à ma famille, à mes amis, mais j'en parlais pas, avec le recul, je pense que c'était surtout par crainte, par inquiétude. J'estimais, en fait, que j'avais pas suffisamment, en fait, d'outils pour en discuter, pour en débattre. Donc je préférais, en fait, ce ignorer en fait ce point de ma vie. Et également, en fait, j'avais peur que dès que j'en parle, on me voyait comme la personne voilà, qui va faire sa propagande sur le véganisme, etc. Donc, je voulais absolument pas du tout en parler, à part si éventuellement on me posait des questions, mais sinon, j'en parlais pas du tout. Et c'est vraiment en fait au fil des années que j'ai commencé vraiment à m'affirmer, à avoir davantage en fait d'informations là-dessus. Et là, j'ai commencé en fait à en parler de plus en plus aux personnes de mon entourage. Et j'ai pu voir en fait certains changements au niveau de certaines personnes. J'ai pu voir en fait que l'influence en fait que j'ai eu grâce aux discussions que j'ai pu avoir. Oui, 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 c'est vrai, des fois les discussions sont compliquées, mais sur le long terme, ça a un impact des fois qu'on maîtrise pas. Oui, c'est vrai que parfois les discussions elles sont un peu compliquées. Après, moi, j'avoue que si je commence à parler en fait de véganisme et j'ai en face de moi en fait qui est quelqu'un qui est vraiment dans la confrontation, moi, sincèrement, en fait, je laisse tomber directement. J'ai pas envie en fait de me fatiguer mentalement, etc., à vouloir en fait avoir une discussion qui n'aboutira strictement à rien à part la confrontation, de la condescendance. Non, moi, j'arrête directement. Donc toutes les personnes en fait avec qui j'ai pu parler en fait dans mon entourage, des personnes qui sont plus ou moins, on va dire, qui sont ouvertes à la discussion, même si elles sont pas en accord avec moi, qui sont ouvertes à la discussion, qui sont pas dans la confrontation. Non, j'entends. Se préserver. Oui, Et voilà, du c'est ça, se préserver, c'est vraiment c'est primordial parce qu'il y a des personnes parfois qui vont rentrer en fait dans des débats hyper compliqués et en fait qui se bousillent la santé mentale. et tu as dit que déjà avant, tu avais déjà des outils en ce qui concerne l'afroféminisme, l'antiracisme, l'anticapitalisme. Est-ce que toi, tu vois des liens entre le véganisme et ces autres luttes sociales ou est-ce que ça n'a rien à voir? Bah, pour moi en fait, tout est lié, c'est-à-dire en fait que ce soit le sexisme, le racisme, le spécisme, pour moi en fait ils fonctionnent tous de manière semblable puisqu'ils reposent en fait sur les mêmes mécanismes, c'est les mêmes rapports de domination, les rapports hiérarchiques en fait qu'on qu'on met en place. Par exemple, concernant le point en fait concernant le féminisme par exemple, on voit vraiment que entre en fait les femmes et les animaux, il y a une même logique de domination et d'exploitation. On va mettre en avant tout ce qui est plaisir gustatif et sexuel. Et on verra par exemple dans tout ce qui est dans les campagnes publicitaires, quand on voit le corps des femmes qui est réduit en fait à uniquement en fait à des parties qu'on a sexualisées, clairement les seins, les fesses,
les cuisses. En fait, les femmes, elles sont complètement dépossédées de leur corps. Et c'est la même chose, en fait, avec les animaux non humains. Par exemple, avec tout ce qui est certaines parties de leur corps qu'on va consommer, tout ce qui est le steak, la bavette, la poitrine. Et quelque chose comme le lait qui est consommé énormément à travers tout ce qui est produits laitiers et indirectement. Tout ça, en fait, ce sont des produits qui sont issus de violences sexuelles, que connaîtront également aussi les femmes. Et ça va être la même chose, en fait, le rapport avec également avec le racisme. C'est encore les mêmes mécanismes. Euh, c'est parce qu'en fait, on a dit que les personnes noires, c'était des sous-humains. C'est parce qu'en fait, on a dit que les personnes noires, on les a animalisées. C'est ce qui a permis, c'est ce qui a justifié, en fait, toute cette oppression, toute, en fait, cette hiérarchie, tous les massacres, en fait, qui ont eu par la suite et qui perdurent encore. Et ouais, pour moi, en fait, tout ça, tout est lié. Pour moi, en fait, c'est une seule et même lutte. C'est une convergence de lutte, en fait. Et du coup, un peu dans la même veine, tu as dit que tu te définissais comme afro-végane en introduction. Et du coup, c'est quoi la différence pour toi entre végane et afro-végane? Et est-ce que ça a un lien avec ces luttes sociales? Oui, complètement. Alors, moi, je dirais que, alors, pour moi, le véganisme, en fait, c'est une réflexion, on va dire, philosophique politique qui se concentre uniquement, on va dire, en fait, envers les animaux non humains. Et contrairement, en fait, à l'afro-véganisme, pour moi, je le vois comme un mode de vie végane à travers, en fait, le regard, en fait, des personnes d'ascendance africaine. C'est-à-dire que ce sont des personnes, en fait, qui connaissent, en fait, un système d'oppression structurelle. Et ces personnes-là, en fait, elles rejettent, elles refusent de participer à la marchandisation, à l'exploitation des animaux, tout en luttant, en fait, à ces sociétés, en fait, racistes et coloniales, puisqu'en fait, il y a un lien entre les deux. Voilà comment je le vois. Puisque tu es un peu intéressé par toutes ces luttes sociales et toutes ces différentes problématiques, est-ce qu'il y a d'autres aspects de ton mode de vie sur lesquels tu travailles politiquement, ou est-ce que ça va au-delà de l'alimentation? Non, ça va pas au-delà de l'alimentation, ça va même au-delà des produits que je consomme dans la vie quotidienne, qui sont pas forcément en fait de la nourriture. Après, voilà, j'essaye de faire au mieux. Je ne suis pas parfaite et je tiens à préciser ça parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans un milieu, on va dire militant, engageant, c'est vrai que parfois on peut vraiment se mettre beaucoup de pression. Et je dirais que j'essaye vraiment d'acheter et de consommer en fait des produits qui ne seront pas nocifs pour les personnes qui les ont conçus. Également en fait pour l'environnement, j'essaye de soutenir en fait des petites marques, tout ce qui est artisanat. Et j'essaie également en fait au mieux dans ma vie quotidienne en fait on va dire de boycotter en fait on va dire les entreprises hyper capitalistes, etc., qui sont complètement, on va dire, raciste, sexiste, et en fait, toutes les luttes en fait que j'ai précisées il y a quelques minutes. Et comment est-ce qu'on peut concrètement travailler à consommer mieux en fait? Qu'est-ce que tu utilises? Des labels, ou est-ce que tu vas acheter dans certains endroits en particulier? T'es sur Paris, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, je suis en Ouais. région parisienne, en banlieue. Alors, oui, ça peut être à travers des labels, consommer la nourriture, ça peut être directement, en fait, consommer des produits locaux. Ça peut être essayer de se renseigner, en fait, comment, concernant l'artisanat, par exemple, comment sont produits, en fait, la marchandise. Euh, ouais, tout cet ensemble-là. Tu es noire et tu as ce mode de vie donc vegan, et en plus tu essayes de travailler aux questions sociales et écologiques. Et comment est-ce que c'est perçu, ce mode de vie, quand tu es noire? Est-ce qu'il y a des clichés ou des remarques que tu entends en fait par rapport à ces choix que tu fais pour toi-même? Alors j'avoue que moi là-dessus j'ai eu la chance, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas eu du fait en fait d'être femme noire végane avec des luttes, tout ce qui est lutte écolo, antispécisme. Pour moi en fait j'ai eu la chance, j'ai pas eu de clichés par rapport au fait que je sois une femme noire. Ça a été, on va dire, mon privilège, que ce soit dans ma famille ou dans mon entourage. Non, j'ai eu aucun problème dessus. Trop bien. Bah ouais, non, franchement, ouais, trop bien. Après, je sais qu'il y a certaines personnes, en fait, j'ai pu voir des témoignages. Apparemment, on va dire que je sais que dans le milieu afro, apparemment, on va pointer du doigt des personnes noires qui vont être véganes, ou que là, on va dire que c'est quelque chose on va dire que c'est quelque chose de blanc. Mais en fait, absolument pas. C'est vraiment, c'est tout le contraire, en fait.
Non, moi, je suis absolument pas du tout d'accord avec ça. Et je sais qu'il y a même certaines personnes qui vont se dire, ah bah tiens, comme c'est quelque chose uniquement pour les blancs, en fait, moi, je ne vais pas m'y intéresser. Et tu veux dire quelque chose? Ah oui, non, moi ça me fait mal, quoi. J'avais C'est ça, mais moi aussi, en fait. j'ai écrit un post il y Exactement. a pas longtemps dessus. Arrêtez de centrer votre pensée sur la blanchité. Je suis Arrêtez. totalement. Vous n'avez qu'une pensée d'opposition quand vous faites ça. C'est les gens sont en permanence. Donc en fait, tout ce que les blancs font, tu vas pas le faire, quoi. C'est dingue. Ça me C'est rappelle un ça. peu, tu sais, quand t'es au collège et que t'as des bonnes notes et que les gens sont en mode ah t'es une blanche. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ça, exactement. Franchement, ça c'est. Non, mais c'est vrai, sincèrement, ça c'est une très bonne question. J'avoue que je n'ai jamais compris ce genre de pensée. Mais non, là-dessus, franchement, j'ai été privilégiée, j'ai jamais eu ce problème, sincèrement. Heureusement d'ailleurs. Non mais oui vraiment et ça revient dans beaucoup de podcasts en fait, il faut pas s'empêcher d'être créatif, s'empêcher de penser. Ça veut pas dire que vous devez être vegan, mais ne vous Oui, bien empêchez pas de sûr. penser en fait. C'est ça, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. C'est ça me crispe. Moi aussi, franchement, moi aussi. J'avoue que ouais. Et alors dans la catégorie créativité, toi, alors t'as un profil qui est vraiment très intéressant parce que du coup tu es en train d'essayer d'ouvrir un café végétalien au Chili. C'est ça, très loin de la Alors France. voilà, comment c'est arrivé parce que c'est pas évident ça. En fait, c'est lors d'un voyage au Chili en 2019 qui m'est venue l'idée. J'ai pu m'apercevoir que au niveau de la pâtisserie végétale, c'était pas encore réellement bien implanté, bien que même en règle générale, hein, même que ce soit en France, dans d'autres pays, on est vraiment encore qu'aux prémices. Et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas, je vais aller peut-être semer ma graine là-bas et je vais voir en fait ce que ça donne. Et surtout que j'ai pu voir en fait que là-bas le véganisme il est assez important. Sincèrement, il y a pas mal de restaurants, de cafétérias véganes. Et il y a même beaucoup plus de personnes végétariennes et véganes au Chili que par rapport en France. Et si je me trompe pas, c'est environ 14% de la population, en sachant qu'ils sont que 19 millions. Et en France, le pourcentage, franchement, il me fait de la peine. C'est genre, sur environ 65 millions de personnes, c'est environ entre 2 à 4%. Donc c'est vraiment, ça a rien à voir. Il y a beaucoup plus de personnes. Donc je me suis dit, bah, euh, l'écho en fait de mon projet de lancer une pâtisserie végane, etc. Il a vraiment des chances à bien fonctionner là-bas. Et ouais, et c'est là qu'on voit qu'on est très eurocentré parce que toi tu m'as appris deux choses en fait. Un, le véganisme est très bien implanté au Chili, je savais pas. Et deux, il y a une communauté noire relativement importante au Chili. Ouais, il y a une communauté en fait haïtienne, une Yay. communauté colombienne, une communauté dominicaine également, une communauté aussi qui vient du Venezuela. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. J'avoue que moi ça me fait du bien un petit peu comme tu dis, de me décentrer un petit peu de tout ce monde occidental, de l'Europe. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses et ouais, c'est très intéressant. Toi, t'es pas pâtissière ou t'es pas dans la restauration à la base, du coup Non, pas c'est du une tout. reconversion. C'est ça, ouais, Euh, totalement. Comment et pourquoi? Alors, de base, en fait, quand je suis devenue végane, de base, avant d'être végane, pardon, je m'intéressais pas du tout à la pâtisserie. C'est quelque chose vraiment que je faisais de manière, on va dire, occasionnelle, genre 5 fois par an, pas plus. Et lorsque je suis devenue végane, j'étais bien ignorante. J'étais convaincue qu'en fait, c'était impossible de faire tout ce qui est pâtisserie, gâteau de voyage, sans produits laitiers et sans œufs. Et c'est au fil de mes informations, de mes recherches, que je me suis rendu compte que je m'étais trompée et que c'était totalement possible de faire de la pâtisserie totalement savoureuse, de faire des mousses au chocolat, etc., de faire des super beaux gâteaux succulents, bien aérés. Et donc en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment fascinée, ça m'a vraiment attirée. Donc là, j'ai commencé à pâtisser de manière assez, on va dire, intensive. Et j'ai eu des échos positifs de mon entourage qui s'appréciaient beaucoup. Et là, je me suis dit, bah tiens, bah, pourquoi pas en fait allier ce que je fais, que d'ailleurs maintenant c'est devenu une passion, avec en fait avec un projet professionnel. Voilà comment j'en suis amenée à pouvoir ouvrir ce café au Chili. Et alors tes débuts dans la pâtisserie au Chili, c'est quoi la réception? Pour le moment, ça marche bien? Tu trouves des clients ou un public? Bah, pour l'instant, alors en fait, j'ai commencé à vendre mes pâtisseries dans certains cafés de la capitale. Et j'avoue que bah, je suis fière de moi puisque j'ai vraiment eu que des retours positifs. Donc pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Après, je commence vraiment lentement mais sûrement.
mais je commence avec les moyens du bord et pour l'instant, je pense que j'ai pas mal, j'ai toutes les chances pour réussir, on va dire. Sincèrement, ouais. Je suis fière de moi là-dessus. Ah bah oui, tu peux être fier de toi. Hein. Ouais, franchement, ouais, non, c'est vrai, C'est franchement, ouais. super original et ambitieux. Ouais, merci. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à des personnes qui souhaiteraient soit se reconvertir, soit se lancer dans l'entrepreneuriat, on va dire, végétalien ou éthique? Alors, les conseils que je pourrais donner, déjà, c'est premièrement de faire quelque chose qu'on aime. Hein. Pour moi, c'est primordial. Parce que lorsqu'on entreprend, c'est un chemin très long qui peut être parfois un peu solitaire. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de travail. Et c'est vrai que généralement, les personnes, lorsqu'elles voient que lorsque quelqu'un a entrepris et qui a du succès, en fait, les gens ils pensent que le succès il est venu en même pas, en même pas un mois ou 2 mois, alors qu'en fait non. Donc de faire quelque chose qu'on aime parce que à partir du moment qu'on aura des embûches, si tu fais quelque chose en fait que tu n'apprécies pas et que tu fais quelque chose par contrainte, tu vas très vite abandonner. Contrairement à si c'est quelque chose en fait que tu apprécies, que c'est ta passion. Euh, le second conseil, je dirais en fait de se lancer. Vraiment, faut jeter à l'eau. Même si à la fin, en fait, ouais, non, franchement, c'est vrai parce que c'est bien d'avoir les idées, la théorie, d'écrire en fait ses projets, etc. Mais tant que tu te lances pas, tu pourras jamais savoir en fait euh, quel sera en fait l'écho que pourra avoir ton projet face au public. Donc vraiment, faut se lancer, faut pas hésiter. Et même si à la fin, il n'y a pas le résultat que tu voulais, pour moi, en fait, je vois pas l'échec comme quelque chose de négatif, comme quelque chose d'une fatalité, bien au contraire. Vraiment, moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Mais après, ça a mis du temps pour moi de comprendre ça. Hein. Et j'irais aussi de commencer avec les moyens du bord. Ça sert strictement à rien de vouloir dépenser, je sais pas, des milliers d'euros à vouloir s'acheter, par exemple. Là, on parle de la pâtisserie, à s'acheter, par exemple, des machines hyper confectionnées, hyper cher pour rien. Ça sert à rien d'aller vouloir lever des fonds près de la banque pour aller s'endetter si tu sais même pas en fait, si t'as même pas encore commencé en fait à lancer ton projet, de commencer avec les moyens du bord, avec le système D. Moi, par exemple, comme je t'ai dit, j'ai commencé par vendre mes pâtisseries en fait dans les cafétérias dans la capitale. Et en fait, ça m'a demandé très peu d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai juste acheté les matières premières et c'est tout. Et ensuite, avec l'argent que je reçois, je le réinvestis ou je le mets de côté pour pouvoir en fait développer mon projet. Et je dirais également de s'entourer de personnes positives, des personnes en fait qui peuvent vraiment t'encourager, t'amener vers l'avant, et également des personnes en fait qui ont déjà entrepris dans ce milieu-là, qui pourront t'apporter vraiment beaucoup de conseils et aussi qui pourront t'apprendre en fait de leurs erreurs et ensuite accepter les critiques. Mais bien sûr les critiques constructives parce que les critiques on va dire ah bah tiens j'aime pas ça tu peux pas évoluer avec. Les critiques constructives qui pourront te permettre d'évoluer et même de te perfectionner. Voilà, moi c'est mes conseils pour l'entrepreneuriat. Ouais. Non, mais c'est de très bons conseils et je pense que ça s'applique à plein de choses, hein, que ce Ah oui, soit bien pour sûr. les podcasts, les pages Instagram, les ceci, les cela, Ouais. les YouTube, les entreprises. Juste lancez-vous, en fait. Ouais, c'est ça, vraiment. Non, mais c'est vrai, la plupart des gens, en fait, lorsqu'ils veulent entreprendre, ou même comme tu dis, avec la liste que tu viens d'énoncer, c'est qu'on a toutes les idées, on se dit, bah tiens, voilà, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, mais on a peur de se lancer. Je pense que les gens, s'ils ont peur de se lancer, peut-être qu'ils ont, bon, forcément, il y a le stress, mais ils ont également peur, peut-être que ça ne réussisse pas. Mais faut pas avoir peur, en fait, faut pas avoir peur de cet échec. Et en fait, je trouve qu'en plus, commencer fait perdre le stress d'une certaine manière, en fait. Ouais, non, mais je suis En totalement, général, t'as assez vite des retours. Enfin, c'est plus vite que ce que tu crois, ouais. Et c'est vraiment, je dirais, un très bon conseil, particulièrement pour les gens qui sont plutôt en parcours scolaire classique, parce que j'ai l'impression que le parcours scolaire classique un peu français ne tolère pas ni l'échec, ni la réorientation, tu vois, tout ce qui est l'idée de perdre un an ou ce genre de choses, c'est très lourd. Et là-dessus, sincèrement, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça, en fait, lorsque je disais que je vois pas l'échec comme quelque chose de négatif, ça m'a mis du temps pour le comprendre. C'est parce que moi, en fait, j'ai eu un échec en fait scolaire dans ma vie à la fac où j'ai raté mon concours de très peu. Et ça a été pour moi en fait un raz-de-marée. C'était la première fois que j'ai un échec et c'était limite en fait la fin du monde pour moi. J'avais un discours comme voilà, je suis une ratée, je pourrais plus rien faire dans ma vie, etc. C'était la dépression, c'était oh, mon Dieu, ça faisait peine à voir.
Mais heureusement pour moi, j'ai vraiment réussi à déconstruire tout cela. J'ai réussi en fait à m'entourer de personnes en fait qui ont réussi à me montrer qu'en fait que l'échec c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose d'une fatalité. Il y aura toujours quelque chose. En fait, c'est une expérience en fait. Et même parfois dans certains cas, ça peut être même une expérience positive. Après, quand on est là-dedans, quand tu subis l'échec, bah, malheureusement, dans la société franco-française, c'est dur de se dire ça. Mais ouais, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de l'échec. On apprend beaucoup, ouais. Ouais, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans, hein, parce que le milieu scolaire français, c'est vraiment le milieu Ah qui ouais, mais tolère c'est... pas le moindre petit écart. Ah ouais, franchement, ouais. Malheureusement, c'est incroyable. Ouais, ouais. Et des fois, vaut mieux que l'échec arrive un peu jeune, parce que t'as le temps de rebondir, tu vois. Moi, je plains presque les gens qui ont connu leur premier échec très tard, parce que c'est très dur de s'en relever. Ça va faire mal, hein. Ouais, Ça fait alors mal, qu'en ouais, fait, ouais. jeune, tu vois, des fois, ça t'emmène vers quelque chose qui est beaucoup mieux. Ouais, là-dessus, bah, une reconversion, etc. Non, là, j'avoue que là-dessus, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, ouais. C'est ça. Et du coup, pour ce beau projet de pâtisserie végétalienne, est-ce que t'as une vision sur le long terme ou vraiment comment est-ce que tu l'imagines? On va dire Miyabi et son café dans allez 3-4 ans. Bah, j'aimerais bien que ça fonctionne déjà, qu'il y ait une bonne réception. Euh, et après, à côté de ça, j'avoue que c'est un autre projet qui me porte à cœur. J'aimerais bien en fait organiser en fait des ateliers de pâtisserie et de cuisine végétale en fait pour débutants. J'avoue ça c'est quelque chose. Pour moi en fait c'est un projet qui est en lien en fait avec le café. Et ouais voilà, dans 3-4 ans je me vois comme ça. Ouais. Mon café en fait qui pète le feu, les gens ils apprécient, etc. Ils font même la queue pour y aller. et, mes... les ateliers que j'organise à côté de ça. Eh ben, on espère que ça va. Moi, j'y crois. Hein. Moi, j'y crois. J'allais dire, on espère Merci. que ça va réussir, mais moi, je suis grave à fond. J'ai entendu pâtisserie italienne au Chili. J'étais genre, ouais. En plus, maintenant, Moi il aussi, y a des Haïtiens, là, mes frères et sœurs sont là-bas, c'est bon. moi aussi j'y crois. Franchement, moi aussi j'y crois. Sincèrement, je vais tout donner et je réussirai. On en parlera d'ici quelques années. On en parlera, ouais. On en parlera. Et les véganes, allez visiter le Chili, hein, parce on craint un peu, là, à côté du Chili. Franchement, ouais, c'est incroyable. Hein. Franchement, on fait de la peine. De toute façon, sincèrement, c'est vraiment, c'est très franco-français tout ça. Dans tous les domaines, on a vraiment du mal à accepter des nouvelles choses. Ah, mais tout, hein. Vraiment. C'est pour tout, hein, dans tous les domaines. C'est incroyable, mais vrai. Mais vraiment, enfin, quand tu sors de la France, tu te rends compte de certaines choses, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est, euh, c'est, c'est incroyable. On est lent pour tout. Ouais, c'est poussiéreux un peu, la France. Hein. Ah, mais sincèrement, mais pour tout, mais dans tous les domaines. Mais c'est très poussiéreux, que ce soit dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de la recherche, parce que Oui. je connais un petit peu. C'est très, très poussiéreux. Ah bah oui, moi, j'ai quitté la France pour ça. Hein. Mais je te comprends, moi aussi, j'ai un ami, voilà, qui a quitté la France et qui, pour ça, en fait, non, c'est pas Bah possible. oui, quand tu galères à trouver des profs de master qui travaillent pas juste sur le romantisme et le classicisme, en fait, à un moment. Oui, voilà. Moi, je me rappelle, je m'en avais parlé. Non, franchement, c'est pathétique. Donc voilà, sortez de France et venez voir comment se passe le véganisme au Chili, ou même en Amérique du Sud. Hein, c'est très intéressant. Au Brésil également. C'est à voir. Vraiment, c'est à voir. Ouais, c'est là que je voulais aller à la base. Je voulais aller Au Brésil? Ah ouais, le Brésil, ouais. Ah, franchement, mais moi, vas-y, moi, j'aimerais bien y aller. Bon, là, avec la situation, c'est compliqué, mais je pense que quand tu iras, tu seras pas déçu, hein, sincèrement. Ouais, je me suis retrouvée aux États-Unis par hasard. Ah, d'accord, ok. J'ai cru que c'était... J'ai cru que si bon témoin, tu seras pas déçu, surtout par rapport à l'aspect du véganisme, l'afro-véganisme, etc. Le lien entre racisme, spécisme, c'est très intéressant, franchement. D'accord. Ouais, très très intéressant. Et alors un autre projet que tu as, enfin que tu as eu un peu avant, je crois, c'est ta page Instagram. Ah oui, Et oui. oui, oui, oui. oui. Alors oui, ma page Instagram, bah, je l'ai créée en fait en même temps que lorsque je suis devenue végane. Hein. Et j'ai pour idée de faire cette page-là, car en fait, je voulais vraiment montrer aux gens en fait que déjà c'était possible de manger végétalien sans se résumer à manger de la salade et des graines, parce qu'il y a encore des personnes qui pensent clairement que manger végétalien c'est ça. Et je voulais aussi me rendre visible en tant que femme noire végane, puisque je voyais à l'époque, en fait, je voyais que des personnes blanches, et je me suis dit bah tiens, bah je vais rentrer dans le game et je vais montrer que voilà que c'est pas uniquement pour les personnes blanches aisées. Voilà l'origine en fait de ma création de ma page Instagram. D'accord.
Et alors ça fait 5 ans du coup, puisque c'est depuis le début de ton véganisme. Et Ouais. comment a évolué le milieu vegan d'Instagram sur cette période de temps? Alors, moi, j'ai pu voir qu'il y a vraiment eu un changement dans le milieu vegan, surtout en fait dans la communauté en fait afro, concernant l'afro-véganisme. Là maintenant, on parle vraiment de des luttes en fait contre lutte anticapitalisme, l'afroféminisme, le racisme. Et ce que j'avais absolument pas du tout vu à mes tout débuts, c'est-à-dire en 2016, 2017, 2018, c'était néant. C'est-à-dire, en fait, je voyais ça sur des pages Instagram anglophones, hispanophones, lusophones, mais dans le monde francophone, c'était totalement absent. Et là, depuis ces 2 dernières années, ça commence à venir, et d'ailleurs, j'en suis très satisfaite, et heureusement, enfin. D'accord. Et du coup, alors le Instagram, hispanophone, lusophone, vegan, c'est comment? Parce que anglophone, je connais un peu, hispanophone, lusophone, pas vraiment. Alors, en fait, les pages Instagram hispanophones, lusophones, ils vont vraiment en fait, lier la lutte spécisme en fait à la lutte contre le racisme, à la lutte en fait contre le sexisme. En fait, c'est pas si différent que ça que des pages anglophones. D'accord. Mais franchement, elles sont très intéressantes. Surtout en particulier, je connais mieux les pages lusophones. Ils sont vraiment, en tout cas les pages que je suis, en fait, c'est des pages très militantes et ils sont très engagés. Et c'est vraiment très intéressant à lire et à voir. Les francophones à la bourre, comme d'hab. Non mais franchement, ouais, non mais c'est. Bon, je suis désolée, mais depuis tout à l'heure on parle de ça, mais sincèrement, malheureusement, c'est une réalité, c'est un fait. Bah, c'est ça en fait. Ça fait mal, mais ouais, c'est comme ça. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Là, ça commence doucement mais sûrement. On y vient. Ouais, on arrive. Moi aussi, j'étais un peu saoulée de regarder que des pages anglophones, donc je m'étais dit, tu sais quoi, fais la tienne. Arrête. Bah oui, voilà. Bah voilà. D'ailleurs, tu fais de très bon boulot. Je t'en remercie. Merci beaucoup pour cette visibilité que tu nous montres. Et d'ailleurs, tout ça, ce sont des traces. Donc franchement, c'est génial. Eh bien, avec plaisir. Et alors, dans tout ça, cette pâtisserie, le fait de déménager, le fait d'avoir ce compte Instagram, c'est beaucoup de travail. Alors, comment est-ce que tu prends soin de toi? Je dirais que je prends soin de moi, premièrement, en mangeant sainement. Parce que pour moi, en fait, la nourriture, elle influe grandement sur notre état de santé physique et mentale. Euh, je fais également du sport, qui est encore en lien avec la santé physique et mentale. Je vois les personnes que j'aime, je reste en contact avec eux. Euh, je me fais des soins corporels. Euh, et je prends aussi, on va dire, une très très longue distance avec les choses que je peux entendre ou écouter à la télévision, à la radio, qui me permettront de préserver ma santé mentale, encore une fois. Voilà comment je prends soin de moi. Ouais, voilà. Ouais, très 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 important parce que sinon on peut très vite aller dans la dépression et ouais, non, c'est pas pour moi tout ça. Ouais, non. Ah ouais, totalement. J'évite. Avant, j'y allais, mais maintenant, non, j'évite. Je prends une distance. Non, sincèrement, c'est plus possible pour moi. Non, c'est plus possible. Voilà. Comme mes 3 secondes sur Twitter. Ah non, mais voilà. Ouais, c'est ça. Twitter, j'ai essayé, j'ai commencé, j'ai fui au bout d'un mois. Hein. C'est pas possible. Ouais, pareil. C'est pas possible. Donc, ouais, non. Je me préserve de tout ça. Tu postes un truc super mou et tu te fais insulter et tu... Ouais, non, grave, c'est une poubelle. Non, c'est pas possible. Non, sincèrement, c'est hyper important de mettre une distance avec tout ça parce que ça peut être très dangereux. Et est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais ou une recommandation que tu donnerais à une personne noire qui commence à s'intéresser à ces questions? Alors, pour une personne noire, déjà, s'interroger en fait pourquoi cette personne en fait elle s'intéresse au véganisme. Et ensuite, les conseils ou recommandations, je dirais de ne pas penser en fait qu'en devenant vegan, on abandonne en fait son bagage culinaire afro-caribéen. Je le dis parce que ça, c'est des échos que j'ai pu entendre des personnes de ma famille. Et en fait, quand on voit le bagage culinaire afro-caribéen, on se rend compte qu'en fait, la multitude, même quasiment tous les plats en fait sont faits à base de plantes. Moi, par exemple, qui suis ivoirienne, toutes les sauces en fait, elles sont faites à base de plantes. Donc, sincèrement, il y a juste à retirer les morceaux de cadavre en fait qu'on était habitué à ajouter,
et c'est bon, en fait, tu l'as ton plat. Donc tu peux très bien, en fait, par exemple, manger ta sauce gombo avec ton foutou, ton riz, et tout ça, en fait, c'est vegan, sans même te tracasser à te dire ah bah tiens, contrairement au bagage culinaire français qui est à base de crème fraîche ou de beurre, ou voilà, faut se tracasser à se dire ah bah tiens, comment je vais remplacer ça avec la crème soja ou compagnie. Non, là, il y a strictement rien à faire. Donc, mais c'est beaucoup plus facile, et c'est pour moi, c'est même limite un retour aux sources, un retour aux racines. Donc, ne pas s'inquiéter, ne pas penser qu'on abandonne son bagage culinaire, absolument pas. Totalement. Et ne vous Ouais. appropriez pas les problèmes des autres. Hein. Exactement, voilà. Moi, C'est leur problème. Hein. exactement, voilà. Moi, franchement, c'est. Vous prenez pas la tête. Hein. Mais c'est ça. Mais en fait, sincèrement, quand je vois tous les plats, en plus, vraiment tous les plats ivoiriens, ils sont tous. En plus de ça, en plus là, c'est la mouvance. Ils sont tous sans gluten, et toutes les sauces, c'est tous à base de plantes. T'as même pas à te prendre la tête, mais vraiment. C'est tout. Voilà, tout est fait. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc voilà le conseil que je donnerais à une personne noire qui s'intéresserait. Ouais. Et est-ce qu'il y a des recommandations d'Instagram qui t'inspirent? On va dire peut-être francophones dans un premier temps, mais si tu veux donner quelques hispanophones et lusophones aussi. Alors, les pages francophones. Alors, moi, j'aime bien Tofu et Crucifère. Une page Insta, en fait, elle partage ses recettes véganes du quotidien. Et ce que j'apprécie également, en fait, elle apporte en fait des informations, on va dire, qui sont propres à l'alimentation végétale, par exemple. Où est-ce qu'on peut trouver du calcium végétal, des protéines végétales, pourquoi le lait, en fait, il est mauvais pour la santé, etc. Donc, j'aime beaucoup sa page. Il y a également Afrovenews. J'apprécie beaucoup sa page. En fait, elle a vraiment une dimension de l'afrovéganisme qui est très intéressante, une dimension très militante. Elle a un regard sur l'Afrique, et elle déconstruit certaines choses, et j'apprécie beaucoup également. Après, le reste des autres pages Instagram francophones, bah, ça va être surtout en fait centré sur la pâtisserie, forcément, puisque en fait, je m'intéresse beaucoup et c'est mon projet. Donc, il y a Eolia et Sama, Végédélice et Végétali, sont des pages en fait qui m'inspirent beaucoup et qui me motivent avec leurs belles créations culinaires, et qui me donnent vraiment de l'inspiration, de la motivation pour me booster à faire et à lancer mon projet. Donc ouais, ça sera pour les pages francophones. Ensuite, après, concernant les pages hispanophones, alors j'ai la page Movimiento Afroveganismo. Là, en fait, c'est une page où c'est plutôt, alors on va plutôt trouver des témoignages de personnes afro-véganes, également en fait des débats concernant l'afro-véganisme, concernant en fait les liens qu'il peut y avoir entre spécisme et racisme, et c'est vraiment très intéressant. Il y a également la page, ah là par contre là c'est une page anglophone, je vais quand même l'ajouter, en fait c'est Ethiopian Foodie. Donc là, c'est une personne qui partage en fait les plats véganes éthiopiens. Et en page lusophone, j'ai une autre page aussi, c'est du même nom. C'est je vais très mal prononcer. Movimem Afroveganismo. Et en fait, c'est aussi une page qui parle en fait d'afrovéganisme et des luttes en fait féministes, racistes, etc. Voilà. Et qui sont très très intéressantes. Merci, ben, je vais me remettre à mon portugais. Tu es forte en espagnol ou pas? Espagnol, ouais. Portugais, j'ai été. Mais je l'ai un peu perdu. Mais c'est, tu vois. Parce que c'est assez proche, donc moi j'arrive à lire assez correctement. C'est ça, sans même avoir appris le portugais, donc ça va. En lecture, ça ira. J'aurais peut-être besoin de sous-titres si pour des petites interviews. Mais... Eh ben, est-ce que maintenant tu pourrais partager des moyens pour les auditeuristes de te contacter, toi, si tu le souhaites? Oui, bien sûr. Alors, les personnes peuvent me contacter directement sur ma page Instagram Miyabioko. Elles peuvent aussi également me contacter en fait sur mon site, où je publie également toutes les recettes que je mets sur Instagram, et également sur YouTube, où j'ai mis quelques recettes en ligne. J'ai été absente durant un petit moment, mais là c'est encore en projet. Je vais revenir. Vous inquiétez pas, les personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui sont revenues pour me demander. Voilà. Instagram, mon blog, et sur YouTube.
Très bien, et ben je mettrai tout ça en barre d'infos. Alors merci Miyabi, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très intéressant. C'était très intéressant en effet, et j'espère que cette conversation aura été inspirante pour les éditoristes autant qu'elle l'a été pour moi. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner, à activer la petite cloche, et je vous dis à bientôt.